Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Oli Médical. Oli Médical, le programme de l'association Gveim qui accompagne les professionnels de la santé qui envisagent de faire leur Aliyah et qui arrivent en Israël. À ma droite, Jonathan Rubinstein. Bonjour. Ça va, Jonathan ? Très très bien. Donc avec Jonathan, on co-dirige ce programme, et à ma gauche, une nouvelle première pharmacienne que l'on reçoit dans cette émission, Julie Berdugo. Bonjour. Bonjour Rem. Merci d'être venue. Merci à vous. Donc vous travaillez pour Maccabi Pharm. C'est ça. Maccabi Pharm, c'est donc une succursale de la caisse de santé Maccabi. C'est ça. Et donc tu es donc directrice de la plus grande pharmacie de la région Jérusalem et Shfela. C'est ça, exactement. À Modine. Oui. Donc tu me disais en préparation, c'est 20 salariés Ouais, c'est ça. que tu diriges donc. Tout à fait. Et 3 autres pharmacies à Voilà, Modine. il y a des plus petites pharmacies dans la zone Modine, dont j'ai la responsabilité aussi de tout ce qui est Koach Adam. Ouais. De ressources humaines. Ok, top. Alors on a pas mal de questions à te poser sans plus attendre, et c'est aussi pour ça qu'on t'interviewe aujourd'hui. On a un événement avec la Maccabi le 18 août prochain pour médecins et pharmaciens qui envisagent donc de venir en Israël. Voilà, le flyer s'affiche sur votre écran. Donc vous êtes en vacances en Israël, un tour à la plage, et puis voilà, le matin 18 août à Ashdod. Pour la première fois on fait un événement à Ashdod. Exact. Prenez un peu de temps pour penser à votre carrière professionnelle et envisager peut-être de venir exercer en Israël, et soit rencontrer du monde en tant que pharmacien, soit en tant que médecin. Rencontrer, bien sûr, nous serons là, présents, Oli Médical. et des médecins, des pharmaciens francophones, israéliens. Et c'est l'occasion, si vous avez encore jamais eu l'occasion de le faire, de visiter une pharmacie israélienne, de visiter une Coupat Cholim et d'en comprendre le fonctionnement. Je reviens vers toi, Julie. Donc, tu as fait tes études de pharmacie en Israël. Oui, c'est ça. Tu as fait ton aliyah en 2003, c'est ça ? 2003, un an de Mechina pour la langue surtout et le psychométrique. Et ensuite, j'ai fait mes études à l'Université hébraïque de Jérusalem. C'est combien de temps en Israël les études de pharmacie ? C'est 3 ans et demi, plus 6 mois de stage qui font partie des études. Donc, c'est en tout 4 ans. Pourquoi c'est plus court qu'en France ? Les études en France, elles portent aussi sur tout ce qui est homéopathie, produits naturels, traitements alternatifs qui en Israël sont optionnels. D'accord. Les études sont vraiment au début un tronc commun sur les matières scientifiques. Il y a même des cours avec la faculté de médecine. Et ensuite, on se spécialise vraiment dans tout ce qui est pharmacologie vers la pharmacie keilatite. Ensuite, on peut approfondir ses études. À la Maccabi, on a des programmes pour les pharmaciens qui sont intéressés de poursuivre leurs études. Ce sont des programmes qui sont financés. On finance aussi des deuxièmes cycles, des masters. Quel type de programme ? L'idée, c'est de venir se spécialiser dans un domaine particulier, je sais pas moi, l'équivalent du PharmD, où on va pouvoir se spécialiser en pharmacie clinique, par exemple. Exactement. Alors là, le PharmD, c'est la pharmacie clinique. Il y a aujourd'hui des postes dans la Coupat Cholim Maccabi pour des pharmaciens cliniques qui vraiment accompagnent ce qu'on appelle la polypharmacie, c'est-à-dire les patients qui ont énormément de médicaments et qui se posent vraiment avec eux. Il y a des postes comme ça à la Maccabi. Il y a aussi un toar chéni en recrute keilatite. C'est un toar de l'Université Ben Gurion dans le Negev. Pharmacie communautaire, c'est-à-dire qu'on apprend aux pharmaciens et de pharmaciens. C'est ça, c'est quelque chose qui est vraiment axé sur le patient, sur le traitement personnel. D'accord. On a aussi des formations internes qui ne sont pas académiques, qui permettent vraiment aux gens de se spécialiser dans plein de domaines qui, peut-être en France, font partie des études de base. Je rebondis sur ce Torah Sheni, sur ce donc Master 2 en pharmacie communautaire. On a parfois la fâcheuse impression qu'il y a une espèce de fossé entre l'empathie du pharmacien français, qui est presque comme un conseiller, un semi-médecin pour son patient, et le pharmacien israélien qui est un peu en mode vendeur. Donne-moi ton... encore une fois, hein, c'est un cliché, mais justement, c'est bien que tu sois là pour réagir. Il y a une différence ? Moi, je ne pense pas. Je distingue clairement la culture française du bonjour s'il vous plaît, merci, au revoir, qui est peut-être moins présente en Israël, sans doute d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec l'empathie du pharmacien. Un pharmacien à la Maccabi, c'est quelqu'un qui a tout à fait cette capacité de s'identifier avec son patient, qui va faire tout ce qui est en son pouvoir avec la législation et toutes les migballotes qu'on a pour donner le meilleur traitement possible aux patients.
C'est peut-être pas de l'empathie manquante, c'est peut-être un peu de rhum israéli. De chaleur. Voilà, qui est peut-être interprété différemment, mais non, clairement pas. Les pharmaciens israéliens de la Maccabi sont... Mais c'est-à-dire que le fait qu'il y ait Maccabi Pharm, ça fidélise les patients, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes patients qui reviennent dans le même SNIF ou pas forcément Pas forcément. Donc forcément, les SNIF de Maccabi sont attachés à des mirpaot de la Maccabi. Donc on sort de chez le médecin, on sort de chez le dentiste, on sort de son traitement chez son physiothérapeute avec une ordonnance. Évidemment, on va à la Maccabi Pharm pour... Quand tu dis rattaché, c'est-à-dire géographiquement, il y a une volonté que la pharmacie soit à proximité des grands centres. Pour la plupart des pharmacies, oui. Il y en a d'autres qui sont vraiment des pharmacies de quartier, qui sont pour le service uniquement, bien qu'il n'y ait pas un grand centre de la Maccabi à côté. Mais la plupart des SNIF, ils sont complètement rattachés à une grande structure de la Maccabi. Et donc vous recevez des patients de la Maccabi qui se sont fait soigner auprès de médecins de la Maccabi. Et j'imagine que pas seulement, finalement, la législation israélienne vous permet de... Exactement, on reçoit aussi tous les adhérents de la Maccabi qui ont besoin d'un traitement, qui ont besoin d'un conseil, qui ont besoin d'un service qu'ils ne retrouveraient pas ailleurs. Parapharmacie, tout type de produits qu'on va habituellement donc, acheter en pharmacie. Oui, tout à fait. Donc finalement, on exerce quand même plus ou moins le même métier, en tout cas en officine. Le métier est le même, je pense aussi la vocation est la même. Alors tu vas nous raconter dans quelques instants si les pharmaciens israéliens vivent un peu les mêmes expériences que les médecins depuis l'arrivée de Dr Google. Enfin, c'est plus que l'arrivée, c'est déjà l'installation définitive dans les mœurs. Jonathan, tu nous as préparé une chronique délicieuse sur ce sujet. Exactement. Alors, quel est le niveau de connaissance de nos médecins ? Évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans son téléphone, on ne peut pas vivre sans Internet, on ne peut pas vivre sans Google. Qu'est-ce qu'il en est de nos professionnels de santé ? Eh bien, une nouvelle étude israélienne qui révèle que les médecins sont également assistés par Dr Google, comme tu dis. Une étude qui est menée par l'université de Haïfa et publiée dans le Journal of Medicine Internet Research, qui précise que 18,2% des professionnels de santé ont recours aux réseaux sociaux comme principal outil de recherche d'informations médicales, alors que seulement, il faut quand même le préciser, seulement 2% d'entre eux pensent que ces informations sont fiables. Ceci alors que 8% du grand public, quand même, pensent que les informations sont fiables. Alors, professeur Anat Gesser-Adelsburg, donc de l'école de la santé publique et responsable du Centre pour la communication médicale et risques à l'université de Haïfa, qui a dirigé l'étude et qui a déclaré: en comparaison avec le grand public, les professionnels de santé ont admis que les articles universitaires sont les sources d'informations sur la santé les plus fiables, bien qu'ils continuent encore à chercher des informations sur les réseaux sociaux, même s'ils les perçoivent comme non fiables. D'ailleurs, il y a, on le sait, de sources internes, des groupes WhatsApp de médecins français, peut-être même de pharmaciens français. Pharmaciens français ou non, on s'envoie des questions. Quand tu dis réseaux sociaux, c'est pas forcément aller chercher l'information auprès de sources non médicales, mais de s'entretenir avec ses pairs. Alors, c'est les deux. On va voir, il y a effectivement WhatsApp, moins Facebook je pense, mais effectivement beaucoup Google. Alors c'est une étude qui est basée sur une enquête auprès de 979 participants, 363 professionnels de santé et 616 volontaires du grand public, sous la supervision du professeur avec toute une équipe de doctorants, des juifs, des arabes, tous israéliens, donc, qui ont examiné comment les professionnels de santé et du grand public recherchent, lisent et comprennent les informations. C'est une enquête qui a aussi essayé d'évaluer les critères selon lesquels les articles de journaux sur la santé sont considérés comme étant de grande qualité et fiables, puisque vers ces articles aussi se tournent les professionnels et le grand public pour se faire une idée ou pêcher une information. Et lorsqu'on parle de professionnels de santé, on parle de médecins, d'infirmiers, de diététiciens et de chercheurs. L'article ne précise pas de pharmaciens. Vous nous direz tout à l'heure si dans le monde de la pharmacie, c'est également le cas. Et pour citer le professeur, aujourd'hui, à l'ère des nouveaux médias, le public autant que le personnel de santé recherche des informations médicales et de santé sur Internet, alors que par le passé, le public dépendait énormément des informations relatives à la santé données par les différents organismes de santé, sources officielles d'information. Ça permet au grand public de jouer un rôle actif, on en a parlé il y a quelques semaines dans une des chroniques, de jouer un rôle actif dans le maintien de sa santé et la gestion de ses besoins quotidiens en matière de santé. D'ailleurs, de nombreuses études ont montré que ça avait un effet positif, certes, sur le comportement du public en matière de santé. Maintenant, le revers de ce phénomène, dit le professeur Gesser-Adelsburg, c'est que les informations médicales basées sur des réseaux sociaux peuvent aussi contenir des informations erronées qui pourraient affecter négativement le comportement
comportement des personnes en matière de santé. On connaît tous l'effet Wikipédia, qui est certes une source très très riche en informations, mais aucune n'est 100% vérifiée. On est tous déjà rentrés d'ailleurs chez le docteur et on a souvent des professionnels qui nous parlent de ce phénomène. On arrive, on y explique ce qu'on a ou ce qu'a l'enfant, on a cherché un résultat d'analyse ou un ensemble de symptômes sur Internet et on est souvent arrivé à la conclusion que c'est une maladie grave ou incurable jusqu'à se faire rassurer par son médecin ou son pharmacien. Il a été constaté que les professionnels de santé et le grand public accordent la plus grande importance aux critères suivants. Présentation des effets secondaires de l'intervention médicale, le ton scientifique plus que le ton marketing de l'article ou de la publication, les solutions alternatives à une intervention médicale, les articles académiques et présentation des détails de l'étude sur laquelle repose l'article. Intéressant à noter, les auteurs de l'étude ont souligné que tant le personnel de santé que le grand public ont classé les questions de conflit d'intérêts présentées dans un article uniquement à la dernière place de la liste des critères. Il a également été constaté que bien que la plupart des professionnels de santé approfondissent les articles sur la santé, 65% ont avoué lire les articles en entier. 27% ont répondu ne lire que le titre et le sous-titre. Les autres ne lisent que le titre ou seulement le dernier paragraphe. Le grand public, dans ce cas, ne diffère pas beaucoup des agents de santé. 62% ont lu l'article en entier, 28% ont lu uniquement le titre et le sous-titre. L'enquête, enfin, révèle également que 58% des agents de santé déclareraient être prêts à modifier leur comportement médical de façon radicale ou sérieuse s'ils rencontraient des informations médicales qu'ils jugeraient importantes, alors qu'environ 36% déclarent qu'ils modifieraient leur comportement de manière modérée seulement. Les chiffres étant à peu près similaires dans le grand public, 53% déclarent que le changement d'attitude serait élevé, voire très élevé, alors que 35% déclarent que le changement serait seulement modéré. Enfin, à l'ère des nouveaux médias, où l'information est accessible à tous, il est évident que la qualité des articles sur la santé est d'une importance capitale. Il est donc important et même recommandé d'appliquer des critères uniformes, tels que ceux trouvés dans cette étude, lorsque la rédaction d'articles sur la santé, que ce soit par des journalistes professionnels, des professionnels de santé ou des citoyens ordinaires, comme nous le faisons ici, par exemple, sur Radio Ligne journaliste Médicale. Professionnel, ça te va bien. Très bien. Voilà, de progressivement, on prend l'habitude, etc. Donc, dis-moi, donc Julie, toi, finalement, dans l'arrière-boutique, vous allez chercher vos réponses sur les réseaux sociaux Non, désolée pour les statistiques. Nous, non. À la Maccabi, chaque pharmacien a accès de son EMDA au Micromedex, qui est la source reconnue en Israël. L'équivalent du Vidal français ? Ouais, à peu près. Où il peut vérifier online pour le client tout ce qui est interaction. Quelqu'un vient avec une ordonnance d'un produit de l'étranger, on peut tout de suite identifier la molécule active, voir quels sont les génériques en Israël. Donc non, nous, on fait moins Google dans l'arrière-boutique. Tu travailles donc à Maccabi Pharm, on l'a dit. Selon toi, quels sont les avantages à exercer dans une si grande structure et peut-être plus particulièrement au sein de la Maccabi ? D'abord, quand on travaille dans une grande copatronyme comme la Maccabi, on est vraiment au centre du monde de la santé. Au quotidien, on est en contact avec les médecins, on est en contact avec les infirmières, avec les physiothérapeutes, avec les diététiciens. On a une RIA Horvit, quoi, du type. Donc en fait, finalement, le fait d'être associé à un réseau de professionnels de la santé, de centres de soins, vous donne un accès plus simple finalement à ces professionnels et une vision transverse. C'est ce que tu nous dis. Voilà, exactement. Et c'est vraiment le patient est au cœur, quoi. Tout est mis en place, c'est-à-dire toute la copatronyme se mobilise, voilà, au service du patient, à tous les échelons. Ça, c'est un grand avantage d'être dans une copatronyme. Vous êtes en interaction finalement avec les médecins, avec ces professionnels Au quotidien. C'est plus compliqué d'avoir une pharmacie en étant indépendant et pas rattaché à un groupement comme la Maccabi ou une autre copatronyme. Moi, personnellement, je pense qu'ouvrir sa pharmacie aujourd'hui de façon indépendante, à la française, entre guillemets, je pense que c'est un suicide économique. En Israël, il y a donc les copatronymes, il y a les reshtot à farm. Le marché est complètement différent du marché français où on rachète une affaire, où on monte son affaire.
Moi, je déconseille. Donc, finalement, toi, tu n'es pas propriétaire de ta pharmacie, Non. donc tu en es la gérante. Oui. D'ailleurs, c'est peut-être pas une fin en soi pour les pharmaciens israéliens que de devenir gérante, propriétaire plutôt de leur pharmacie. Le système est tout simplement différent. Tout à fait. Tu t'en accommodes. Tout à fait. Finalement, quelles sont tes possibilités d'évolution du coup pour un pharmacien type qui rentre donc en tant que pharmacien débutant dans une officine? Comment est-ce qu'il va pouvoir progresser, et notamment au sein de la Maccabi? Alors, d'abord à la Maccabi, les Masloulé Kiddoum, les parcours d'évolution sont très rapides. Quelqu'un qui est sérieux et qui veut, Hachamay même Akvoul. Il n'y a pas de limite. Le ciel, ouais, comme on dit, le ciel est la frontière. Voilà. Ça dépend de quelle substance pharmaceutique on consomme. Non, vraiment, la personne qui veut et qui a les données initiales qui sont compatibles. Les compétences, l'envie et la motivation. Exactement. Tout ce qui est technique, que ce soit au niveau gestion, que ce soit au niveau pharmacie, que ce soit, on encadre, on enseigne. Mais c'est vraiment possible. Un pharmacien qui rentre dans une pharmacie de la Maccabi, il peut d'abord avoir le premier échelon Niouli, ça s'appelle Rokar Achai Mishmeret. Pharmacien responsable. Alors, il faut faire attention au niveau de la traduction. Pharmacien responsable, c'est un statut aux yeux de la loi. Okay. Je suis la pharmacienne responsable dans ma pharmacie, mais j'ai des pharmaciens qui sont Achai Mishmeret dans ma pharmacie. Je ne sais pas vraiment Ils comment vont le être finalement responsables d'une tranche horaire. Voilà, à peu près. En fait, c'est un poste Niouli, c'est un poste à responsabilité où ils rentrent déjà un petit peu dans le Me'achorei Aklaim de la pharmacie. C'est un premier... On commence à voir l'envers du décor, Exactement. comprendre la gestion, les procédures d'achat. Oui, c'est toi qui les gères finalement, ces procédures d'approvisionnement? Non, j'ai aussi une responsable de ça. D'accord, mais c'est quand même, vous avez une forme d'autonomie par rapport à ces décisions-là, de se réapprovisionner, quel produit, qu'est-ce qui marche, s'adapter à son public local. C'est un grand facteur géographique dans ce qu'on va proposer à nos clients. Il y a un grand facteur aussi population. Il y a certaines zones où il y a des personnes plus âgées, donc on va être sur certains types de médicaments qu'il faut qu'on ait en stock en permanence. Des zones modines où c'est des familles jeunes avec des enfants, donc on est sur un autre type de traitement en majorité. Après le Achai Mishmeret, on a le directeur. Quand l'évolution se fait progressivement. On commence en général sur une petite structure et puis petit à petit on monte, moyen, grand. C'est-à-dire on va devenir directeur d'une plus grande pharmacie. Exactement. Et comme toi aujourd'hui, toute une région, on l'a dit au début. Après on a aussi ce qui s'appelle les Menaalei Merchavim. Menaalei Merchavim, c'est toute une zone géographique du pays. Il y a nord, sud, centre et Yerushalem et Ashkelon. Mais ça veut dire que tu as des responsabilités ou des engagements vis-à-vis d'autres pharmaciens de cette région, un rôle consultatif dans la concrètement. Maccabi, voilà, ça c'est un point essentiel de la Maccabi, c'est qu'on est une chaîne. La Anala, la direction, est là pour nous aider, pour nous conseiller, elle est Zmina. On est vraiment disponible. C'est une chaîne humaine qui existe, qui est pas tellement éloignée de nous. Et ça aide, on aide, c'est vraiment un échange et ça marche à la perfection. Et donc ça, tu le vois en tant que pharmacienne responsable d'une région, des pharmaciens vont pouvoir être en contact avec toi et tu vas pouvoir donc leur faire bénéficier de ton expérience. Comme moi, je vais être en contact, nécessaire. j'ai une question, j'ai quelque chose, je suis pas sûre, j'ai à qui parler. Ou un pharmacien qui veut passer d'une pharmacie à l'autre parce qu'il déménage et passer dans le réseau, c'est des choses que tu peux gérer. Tu sais s'il y a beaucoup de pharmaciens français aujourd'hui à la Maccabi ? Il y a un réseau de pharmaciens français comme il y a un réseau de médecins français ? Il y a quelques pharmaciens français, très peu. Très peu. Alors après notre événement du 18 août, la réponse sera différente. Maccabi Pharm recrute. Voilà. Maccabi Pharm recrute. Recrute qui, quoi ? Tout à fait. Maccabi Pharm recrute des pharmaciens. Recrute des personnes qui sont pharmaciennes mais qui n'ont pas encore passé leur équivalence et qui veulent déjà mettre un pied dans la pharmacie. Donc pendant la procédure, pendant toute cette période où on apprend l'hébreu, où on prépare les examens ou l'examen restant d'équivalence, on peut déjà postuler pour être dans un environnement pour découvrir le système israélien, les différences s'il y en a. Tout à fait. Donc dans la pharmacie, il n'y a pas que des tafkidim, des rôles de pharmaciens. Il y a aussi des autres misrotes, des gens qui rangent les commandes, qui sont en contact avec le monde médical sans être pharmacien. Et ça peut être
un premier pas pour quelqu'un qui attend un diplôme, qui attend quelque chose, de déjà rentrer dans le système. On recrute aussi des préparateurs en pharmacie. Ah, ça c'est important parce que les préparateurs français ont une grande frustration sur le fait que leur corps de métier n'existe pas réellement en Israël. Oui, c'est-à-dire en Israël, on appelle ça un Ozer Okear. C'est un métier qui est venu en fait avec l'Alia russe. Qui a dû trouver un statut juridique en Israël. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'études d'Ozer Okear, mais il y a un statut juridique d'Ozer Okear. Donc c'est une formation au sein de la pharmacie ou au sein de Maccabi Pharm. C'est des gens qui viennent vraiment avec un diplôme. Ils ont certaines limitations au niveau de leur autonomie au comptoir. Il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Il y a des choses dans lesquelles ils sont plus limités qu'un pharmacien normal, mais... Nous, on les recrute, on en a et on les cherche. C'est important. Aussi. On pourrait les inviter aussi à cette journée à Maccabi. Et tu fais bien de préciser les limitations. Le ministère de la Santé est très très à cheval sur les autorisations. Qui dans la pharmacie a le droit de faire quoi? Vous êtes extrêmement contrôlé, tout est vérifié. Tout à fait. On l'a constaté, c'est important de le redire à cette radio. Tu parlais tout à l'heure de la nomenclature et qu'elle était importante. Il y a un pharmacien responsable, c'est ton statut. Voilà. Et donc tu es responsable même juridiquement de ce qui se passe au sein de ta pharmacie. Exactement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une boulette, c'est toi qui es responsable? Oui. D'accord. Même si c'est un autre pharmacien qui est pharmacien. Ça c'est vraiment la législation en Israël. Chaque pharmacie a à sa tête un pharmacien responsable qui est désigné par, on appelle ça le Rokar Mechozi, qui désigne, enfin on fait une demande de Rokar Mechozi, c'est le pharmacien régional, mais lui qui est via le ministère de la Santé. Exactement. D'accord. Et il peut attribuer donc la responsabilité d'une pharmacie à un pharmacien par pharmacie. D'accord. Et sur cette personne, le statut juridique au niveau du ministère de la Santé de cette pharmacie. Donc c'est ta responsabilité de former les pharmaciens qui seront là quand toi tu ne seras pas là pour que tout se passe bien. Ouais, complètement. D'accord. Question d'actualité, avec ce qui se passe en France, la ministre Buzyn qui est en train de faire passer la loi pour progressivement arrêter les remboursements homéopathiques. Ça se passe comment en Israël, l'homéopathie? Alors l'homéopathie en Israël, elle n'a pas un statut, elle n'appartient pas au Salabriout. On vend à la Maccabi Pharm quelques produits homéopathiques, surtout des produits français. Donc juste pour nos auditeurs, n'est pas dans le Salabriout, ça veut dire de toute façon en Israël, ce n'est pas remboursé. Ce ne sera pas remboursé. Ça ne l'a jamais été, ça ne l'est pas. Non. Une grande consommation d'homéopathie en Israël? Non. D'accord. Non, négatif. Il y a les traitements alternatifs. On a la Maccabi TV, à la Coupatroli Maccabi, avec la réflexologie, l'aromathérapie, l'acupuncture, tous les traitements alternatifs. Je pense qu'aujourd'hui, l'homéopathie n'a pas encore trouvé son grand public en Israël. À la Maccabi, on vend quelques produits francophones, d'un laboratoire français d'ailleurs. Mais la problématique de l'homéopathie n'est pas encore centrale en Israël. Mais pour le reste, oui, les Israéliens aiment les médecines naturelles. De plus en plus. D'accord. De plus en plus. C'est dû aux balades qu'ils font certainement au Népal, en Thaïlande. Ils reviennent avec des... Ouais, sans avoir été en Thaïlande, la réflexologie, c'est super bien. Voilà. Jamais essayé. Très intéressant. Mais comment on s'adapte à l'ère du digital à Maccabi Pharm? Vous commencez à avoir des robots préparateurs. Dans une dernière chronique, Jonathan nous parlait de livraison de médicaments à domicile. Alors Maccabi, la Coupatroli Maccabi a été le pionnier dans tout ce qui est l'ère du digital. Ça fait plus de 15 ans qu'à la Maccabi, on peut commander ses médicaments de la maison et venir les chercher à la pharmacie sans avoir à attendre toute la queue. On appelle ça le Altor. Tout simplement, de son téléphone, de son ordinateur, on rentre sa Teudat Zehut, on rentre un code SODI et on commande avec un horaire à quelle heure on veut passer prendre les médicaments. Nous, de notre côté, évidemment, on est relié au réseau, on prépare tout et les clients viennent. Donc en langage marketing, on appelle ça le drive to store. On commande en ligne et on vient récupérer sa commande. Exactement, ça c'est quelque chose qui existe déjà depuis plus d'une décennie. Et déjà à cette époque-là, la FNAIA, le Mircham, pardon, comment ça s'appelle ça en français ? L'ordonnance était passée directement du médecin vers la pharmacie ou la personne de... Tout à fait. En plus de ça, donc on a aussi tout ce qui est ordonnance électronique. Donc, pour tout ce qui est chronique, il y a beaucoup de gens qui ne passent même plus par le médecin. Le médecin renouvelle de façon automatique les ordonnances. Génial. On peut même sortir certains médicaments pour 3 mois d'avance. Donc, vraiment, le moins possible. Vous avez été pionnier sur la fameuse loi que le ministère a fait passer sur la réforme qui parle de tous ces... Tout ce qui est digital. En plus de ça, les robots.
les robots arrivent à la Maccabi quand le but, c'est vraiment, une fois de plus, être au cœur du traitement pour le patient. Au lieu que le pharmacien prenne l'ordonnance, la lise, aille assembler les médicaments et revienne, et à ce moment-là, soit disponible pour expliquer le traitement. Donc non. Le pharmacien, il est complètement libéré pour être dans le conseil avec son patient pendant que le robot amène des rayonnages, tous les médicaments. Vous en avez un, Maudine ? Non, pas encore. Mais elle l'a dit, les robots arrivent. Les robots arrivent, oui. Donc livraison de médicaments à domicile, prochaine étape ? Alors, tout à fait. C'est en train d'être étudié, j'imagine. Oui, c'est étudié. Alors ça, c'est étudié d'abord par rapport au ministère de la Santé. Bien sûr. Parce que là, il y a une problématique régulatoire. Il faut savoir à quel moment est-ce qu'il faut qu'il y ait une main de pharmacien, à quel moment non. Donc pour l'instant, oui, c'est sur la table. C'est à l'étude. Oui. Peut-être plus sur ton parcours personnel, brièvement. Alors, toi, tu as fait tes études en Israël, donc on n'est pas exactement sur les mêmes problématiques que pourrait avoir un Olé qui est déjà pharmacien et qui cherche à s'intégrer. Mais quand même, française d'origine, on va dire. Parisienne. Puis de ton intégration avec les Israéliens dans le monde de la pharmacie. Puis le système universitaire, tout en hébreu, j'imagine. Oui, pharmacie, pas mal en anglais aussi. Tout ce qui est livres, médicaments, c'est pas mal en anglais. D'accord. Mon année après le bac, Mechina, études à l'université hébraïque. Je suis rentrée tout de suite dans le monde du travail israélien. Tout de suite, sans pause, et très positif. Faut s'accrocher. Il n'y a pas eu de... Enfin, j'imagine, il y a eu certainement des moments difficiles, mais au niveau des Israéliens, tu n'as pas senti une certaine différence ou une certaine distance parce que tu viens de France ou tu n'es pas israélien, tu n'es pas dans le... J'ai vu une différence et je la vois encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai décidé de ne pas la sentir. D'accord. Tu vois, tu deviens journaliste, tu commences à chercher quand même les questions qui Tout à fait, questions qui fâchent. Non mais à propos questions qui fâchent quand même, oui. Est-ce qu'on doit craindre, en tant qu'Olé de France, un certain communautarisme de la part des salariés ? C'est-à-dire que on le voit et c'est pas forcément... Il n'y a aucun problème à cela, mais il y a quand même une population importante de religion musulmane dans les pharmacies en Israël. Donc beaucoup ont choisi ces types d'études-là dans cette minorité en Israël. Comment est-ce que au quotidien ça peut créer, je sais pas, des différences culturelles à gérer vous vivez ça ? Alors pas du tout. Nous à la Maccabi, on recrute de tous les horizons. Forcément. Sans aucune distinction. Bien évidemment. L'ambiance au sein de l'équipe est excellente. C'est enrichissant. C'est beau. Moi, j'aime la diversité humaine et on est le pays de l'Alia quand même, donc que ce soit de tous bords. J'avais fait une chronique il y a quelques émissions sur le fait qu'il y a un nombre croissant de directrices au sein des hôpitaux, au sein des co-patrolling, au sein du ministère. J'imagine que tu diriges des pharmaciens, hommes. Oui. Ils n'ont pas de problème à être dirigés par une femme ? Je pose la question. Je ne pense pas, non, mais il faudrait leur demander, mais je ne pense pas. D'accord. Donc on l'a bien compris, la Maccabi recrute. Oui. Tu recrutes directement dans ta pharmacie aussi. Donc voilà, elle vient de passer un entretien d'embauche inversée. Si ça vous a plu et que vous souhaitez envoyer votre candidature à Julie Berdugo pour Maudie, n'hésitez pas, on sera ravis de faire le lien. Quel conseil peut-être tu donnerais à un jeune pharmacien de France, ou moins jeune d'ailleurs, qui envisagerait de faire la LIA ? Ou qui voudrait commencer ses études de pharmacie ? Bon, d'abord la langue. L'Ulpan, à la Maccabi, on finance un Ulpan à 100%. Pour tous les pharmaciens actuels ou pharmaciens en devenir qui nous rejoignent. Donc il y a un Ulpan financé, un Ulpan professionnel, peu importe de quel niveau. Et s'il y a besoin d'un Ulpan supplémentaire que celui qui est prévu par le ministère de la Clita, par le ministère de l'Intégration, vous pouvez aussi venir... Il est pris en charge entièrement par la Maccabi. Focus pharmacie. Professionnel, oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est déjà la première chose vitale, c'est la langue. Et ensuite, être ouvert. L'Isrom, comme on dit. Laisser faire. S'adapter. Voilà. Suivre le courant des choses et voir... alors c'est très bien, suivez le courant des choses, mais aussi préparez-vous aux équivalences depuis l'étranger avant de partir.
Contactez-nous si vous avez des questions par rapport aux différentes procédures. Le CNEF aussi s'occupe des pharmaciens qui envisagent de faire la LIA. On les salue, nos amis du CNEF. C'est l'occasion, effectivement. Donc en tout cas, pour avoir plus d'informations sur l'exercice de la pharmacie en Israël, le travail en officine surtout, et plus particulièrement à Maccabi Pharm, c'est l'occasion de vous réinviter une nouvelle fois. Donc à cet événement, je dirais premier de son genre avec Oli Médical, visite de pharmacie et discussion avec questions-réponses avec pharmaciens francophones en Israël à Ashdod. On va revoir le flyer à l'image dans un instant, donc le 18 août 2019. Voilà, n'hésitez pas à vous préinscrire en nous envoyant un mail sur olimedical@gvaim.org.il. On sera ravis de vous y rencontrer et vous aurez donc l'occasion de poser vos questions spécifiques aux pharmaciens présents sur place. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous remercier. Merci Julie d'être venue, de nous avoir éclairé sur la pharmacie en Israël. Merci Jonathan. Merci à vous, merci à toi. À très bientôt. Merci à Sarah à la régie, au studio Qualita et à la Fondation Adélis qui finance le programme Oli Médical et sans qui nous ne serions pas là. À très très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Au revoir.